Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation d'une table ronde du cycle des réalisatrices mexicaines. Projet présenté par les consulats généraux du Mexique par les via de l'Institut de Culture Espacio Mexico, en collaboration avec le groupe de recherche sur l'avènement et la formation des identités médiatiques GRAFIM de l'Université de Montréal et les Moving Image Research Lab de l'Université McGill. Je tiens en premier lieu à vous informer que cette rencontre, qui sera d'une durée approximative de 90 minutes, est présentée à la fois sur Zoom et sur le canal YouTube du Labo Cinémédia. Les liens du canal se trouvent dans les chats. Nous aurons une traduction simultanée, donc il faudra se mettre dans les canaux de votre langue courante, soit français ou espagnol. Donc, soyez les bienvenus, bienvenidas, welcome. Dans les contextes des suivis du rapport et des appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada, la plupart des grandes universités canadiennes ont développé un texte visant à la reconnaissance des peuples autochtones sur les territoires traditionnels desquels leurs activités prennent place. L'Université de Montréal est située là où vient avant l'établissement des Français. Différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendantes, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a précédé la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal. Traité de paix fondateur des rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de la fraternité à l'origine de ces traités est un modèle pour notre communauté universitaire. Je m'appelle Katia Morales Gaitán, je suis doctorante en études cinématographiques à l'Université de Montréal et j'ai le plaisir de participer en tant que commissaire de la programmation du cycle pour les GRAFIM, Laboratoire Cinémédias. En 2020, j'ai coordonné les livres sur le public du cinéma dans les circuits culturels de la ville de Mexico, publiés par ProCineDF. Tout d'abord, je voudrais remercier André Gaudreau et Remigio Valdés de Hoyos pour avoir confié ce projet. Un grand merci au Consulat général du Mexique à Montréal, au GRAFIM, et surtout, merci beaucoup aux réalisatrices pour nous partager leurs films. Mil gracias, Alex Castellanos, Sandra Luz Barroso, Paola Villanueva, Abril Schmuckler pour acompañarnos el día de hoy. Dans cet événement, je vais jouer le rôle de gardien de temps. Ça veut dire que quand les participants arriveront 20 secondes avant de compléter 3 minutes de prise de parole, je vais faire sonner une petite cloche pour qu'elles finissent leur intervention. Et dans la transmission live de Zoom et de YouTube, je vais transmettre les questions du public. Ceci dit, je vous présente nos invités spéciaux pour animer cette table ronde. Alana Tain est professeure de cinéma en études culturelles et en études féministes à l'Université McGill, où elle dirige également le laboratoire de recherche sur l'image en mouvement consacré à l'étude du corps dans les médias d'image en mouvement. Et Jesus Iglesias, qui est critique de cinéma avec plus de 10 ans d'expérience. Jesus est le fondateur du projet de critique et de diffusion de films en ligne @la peli de la semana. Il a également travaillé pour diverses publications telles que Morbido Magazine, Letras Libres, Más por Más, Cine Correspondencias. Il est coordinateur du cours Horror Corporal au Cine Tonalá. Soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté cette invitation. La parole est à vous, Alana. Merci beaucoup, Katia. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui et j'ai hâte de la conversation autour d'une série de films extraordinaires, des portraits des gens passionnés et compliqués, et j'ai beaucoup aimé tous les films et j'ai vraiment hâte au discours. J'aimerais aussi remercier Katia pour son travail de commissaire très sensible, très intelligente et d'avoir créé des liens, des conversations entre les films et d'avoir si bien préparé le terrain pour notre discussion aujourd'hui. Alors, on y va. Pour débuter, la première question. Dans les deux programmes, on trouve une grande variété d'œuvres, des longs métrages, des documentaires,
des courts-métrages expérimentaux, des films d'animation qui reflètent tous différents contextes de production professionnelle. Il y a des questions de ressources matérielles, de financement, la distribution, les équipes, mais aussi il y a des questions des communautés impliquées. Malgré ces différences, j'imagine sûr qu'il y avait en même temps des défis très similaires pour les réalisatrices lorsqu'il s'agit d'actualiser vos œuvres et de produire les films dans la façon comment vous voulez travailler. Alors, pour notre première question, nous aimerions donc savoir comment faites-vous vos films? Quelles sont les ressources, les réseaux, les opportunités et les défis que vous avez rencontrés en tant que femme cinéaste aussi pour porter ces histoires à l'écran et les diffuser dans le monde? Et je passe la parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre tout de suite. Si quieren, empiezo. Si vous voulez, je commence. Bueno, hola, muchísimas gracias por Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Merci de la promotion et le soutien à nos films. Merci de cette rencontre, c'est toujours bien, ça fait du bien. Je crois que la façon de faire les films, comme tu l'as mentionné, Alana, cela dépend du moment, du temps et du type de film. Dans mon cas, c'était un court-métrage de 13 minutes que j'ai eu besoin un jour de faire et je n'ai pas voulu m'attendre à avoir un soutien ou de l'argent de l'État. La plupart du cinéma mexicain, je dirais 99% du cinéma mexicain, obtient du financement de l'État. Dans mon cas, je suis trop impatiente et je l'ai fait grâce au soutien d'amis qui ont travaillé pour très peu d'argent ou qui ont fait des échanges. Des fois, j'échange, je donne des cours ou ouais, des fois, j'ai fait la nounou. Non, c'est pas vrai. Mais on a aussi eu le soutien des Kickstarter où beaucoup de gens nous ont soutenus avec de 50 pesos, 50 000 pesos, et c'est comme ça qu'on a ramassé l'argent. Mais nous n'avons ramassé que 10% du coût total du film. Je suis aussi productrice et je sais aussi qu'on peut attendre de 1 an à 10 ans pour obtenir le financement, dépendamment de la quantité d'argent dont tu as besoin, mais aussi ton degré de flexibilité dans la production. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Avril, je serai aussi modérateur. Je vais aussi être modérateur entre vos réponses et les questions. Qu'est-ce que ça veut dire te lancer toi toute seule avec un court-métrage qui est vraiment contestataire et très intense dans les termes de distribution, ces outils que tu as produits toi-même, qu'est-ce que ça implique en matière de diffusion et de portée du projet? Bon, d'abord, je n'aime pas penser que je l'ai fait toute seule parce que ce qui m'a ému le plus quand je faisais ces cours, c'est les soutiens énormes dont j'ai joui qui m'a permis finalement d'y arriver. Je ne sais pas comment Malca va le traduire, mais ils se sont investis, mon équipe se sont mis à fond. Il y avait des choses que je ne savais pas comment faire, par exemple les effets. D'un côté, il n'a pas eu une mauvaise réception dans les festivals, mais pas non plus une très enthousiaste réception. La diffusion des courts-métrages dans des festivals n'est pas trop fréquente. Dans des festivals, ça ne s'est pas trop bien passé. À nouveau, je suis trop impatiente
et je n'ai pas attendu. Des fois, il faut attendre jusqu'à 8 mois pour voir si on est accepté dans un festival important. Il y a eu un parcours. Il est disponible sur Vimeo gratuitement et j'ai eu le soutien des gens qui le partagent et le partagent. Quand il a été nominé pour les Ariel, là, il y a comme une bombe qui a explosé chez Vimeo et ça a grimpé à 3000, 4000 visionnages. Mais c'est un petit peu ça le schéma d'un court-métrage. Pour un long-métrage, ça peut être différent. Sandra peut-être pourra raconter une expérience différente. Je ne sais pas si mon court-métrage est contestataire, mais c'est bizarre. Et je crois que les publics étaient partagés entre je ne comprends pas pourquoi toutes ces lettres sont là, ou j'aime bien que ça soit Twitter, ou les plus jeunes, c'est quoi ça Twitter? C'est un truc des gens âgés quand même. Mais c'était très intéressant parce que même si les gens ne comprenaient pas trop bien les posts, toute cette idée médiatique, quand même le message parvenait et il y avait des gens qui le regardaient depuis cette perspective. Je ne sais pas si pour donner les tours à Joyce, parce que tu l'avais mentionné, je ne sais pas si Joyce veut continuer cette partie comme de médias. D'abord, merci beaucoup. Mes salutations à toutes. Ça me fait plaisir de vous voir toutes et tous. Pour moi aussi, je crois que le cinéma, en général, dans les pays du tiers-monde, on le fait avec les outils dont on dispose dans notre environnement et c'est trop difficile d'attendre à avoir le soutien du gouvernement. Je crois que nous devons aussi explorer le chemin de l'entreprise privée dont on est quand même un petit peu peureux des fois, mais on devrait quand même explorer de nouvelles façons de faire. Mais de la même façon qu'Avril, mon expérience était de le faire avec des gens solidaires, avec des amis, des collègues, des copains qui ont cru au projet et avec qui on échangeait le travail pour pouvoir continuer de l'avant. Et dans ce sens, je crois aussi qu'il faut être congruent entre la façon de faire le film et comment on le distribue, parce que des fois, je crois que ce lien est boiteux. Je sais que nous avons tous le rêve d'être dans un grand écran de cinéma, mais en réalité, c'est trop difficile, au moins ici au Mexique. Il n'y a pas beaucoup de place pour le cinéma indépendant et il n'y a pas beaucoup de visibilité non plus. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres schémas qu'il faut explorer pour nous comme réalisatrices et réalisateurs, parce qu'on est vraiment engagé avec cette idée de cinéma de art, avec majuscule, de cinéma des festivals. Mais il y a un grand public qui a envie, qui est affamé d'avoir un cinéma local qui ne soit pas hégémonique, qui représente des perspectives différentes, des façons de socialiser différentes, avec des langages différents, ce qui est aussi très important, cette décentralisation du langage, puisque tout est Netflix maintenant et nous sommes habitués à ces grandes productions qui n'ont pas beaucoup de cœur des fois. Ce n'est pas nous autres avec notre petite caméra qui nous lançons à l'aventure et je trouve que c'est très courageux de faire ça. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager et qu'il faut encourager les nouvelles générations à travailler avec
quelles sont leurs ressources qu'ils ont sous la main, surtout dans un contexte comme le nôtre où il y a tellement de manques avec tous les besoins qu'on a comme pays. Faire du cinéma au Mexique, c'est un privilège. Donc, nous rendre compte de quelle façon on va trouver un équilibre avec notre réalité sociale. Pourquoi avoir besoin de millions et millions de pesos quand il y a tellement de problématiques? Alors, je crois que c'est aussi notre responsabilité comme réalisateur d'être conscient de notre privilège de faire ce qu'on aime, mais d'être conséquent avec le poids historique que nous pouvons avoir comme réalisatrice ou réalisateur. Dans ce sens, techniquement parlant, ton film, ton long métrage est complexe, pas seulement du côté économique, mais parce que tu as eu à te mettre dans ces contextes social compliqués des fêtes des quartiers de Tepito, qui est un quartier vraiment populaire, mais qui est un quartier chaud de la ville. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été très agréable. Je ne crois pas être allé à ces lieux avec ces idées, avec cet stigme ou ces préjugés que ce sont des quartiers chauds. Je ne suis pas de la ville, donc je ne peux pas mesurer bien le danger. Et je crois que c'était bien finalement pour moi, parce que je n'avais pas peur et j'ai fait confiance aux gens, à l'humanité. Ils sont en certaine sorte mes dieux et je vais leur donner le bénéfice du doute. Et pourquoi entrer avec cette préconception, ces préjugés? Alors, ça s'est très bien passé. Je crois que la caméra, c'est une façon très belle de s'approcher des gens. Sans elle, je ne crois pas que je me rendrais dans ces endroits. Je ne serais pas parvenue à rencontrer ces gens, à avoir ces amitiés. Je ne me serais pas investie de la façon que je l'ai faite. Alors, je crois que c'est une arme très puissante et j'ai toujours aimé la photographie documentaire. Alors, je crois que c'est un grand outil pour connaître des réalités différentes et justement sortir de cette bulle de confort, des propres idées, de ta classe sociale, je ne sais pas, de ton niveau d'études, parce que finalement, ça, dans la rue, ça reste sur une plateforme d'égalité. Tu n'es plus docteur ou professeur, mais une autre personne. Et c'est ce que j'aime aussi, comment tu peux faire partie d'une expérience d'enrichissement mutuel et pas le cas de je viens, je prends ce dont j'ai besoin. C'est mon objet d'étude anthropologiquement parlant et c'est ça. Et ce n'est pas ce que je veux et c'est ce que je trouve beau dans le documentaire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé qui veut intervenir aussi. Paola, merci de l'invitation. Et pour reprendre un peu ce qu'Avril et Joyce ont dit, mon cas est différent. Moi aussi, je suis productrice et je suis aussi impatiente qu'Avril. Alors, la production, c'est moi qui l'ai prise en charge parce que chercher des gens pour produire, c'était toujours de plus en plus compliqué. Il fallait promouvoir le projet, ça prenait trop longtemps. J'ai commencé
j'ai eu l'accès à l'argent de l'État. Et comme vous dites, je crois qu'au Mexique, il y a très peu de films qui se font avec avec l'investissement privé. Et ce sont des films qui ont déjà un marché assuré, mais par contre, le cinéma indépendant n'arrive pas aux salles de cinéma. Et alors, même les investissements, les fonds privés vont sans aucun doute aux films qui vont produire des revenus. J'ai eu des fonds publics, j'ai eu des fonds relativement nouveaux de l'État de Jalisco et un petit peu d'argent de la part de la ville de Mexico. L'expérience a été très intéressante, justement par tout ce qui est exigé et aussi pour monter les dossiers et comment on vend le film, parce qu'à force de vendre, d'essayer de vendre ce film, on finit par modifier son idée de film d'après chaque demande de subvention. Alors, à chaque fois que j'envoyais pour un festival, à chaque fois que je demandais des fonds, c'était compliqué parce qu'il fallait adapter et ça prend beaucoup d'énergie qu'on a comme directeur et ça rend le processus vraiment long. J'ai aussi lancé un Kickstarter ou quelque chose du genre qui a beaucoup aidé, qui nous a surpris beaucoup parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient un intérêt. Il y avait des gens qui s'intéressaient à regarder ce type de film, mais malheureusement, il n'y a pas l'accès ou il n'y a même pas de concurrence entre des films qui se font avec un petit budget et les films qui se font avec un grand budget et entre fiction et documentaire, par exemple. Je suis arrivée à Cinéteca. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans mon désespoir et mon impatience que je partage avec Avril, alors les agents de distribution, on m'avait dit, ils vont t'approcher. Alors, j'avais l'impression que mon film s'était bien porté dans des festivals, même si ce n'était pas incroyable, je faisais tout, toute seule. Et quand j'ai fini le film, et avec mon équipe d'enregistrement, j'avais tout coordonné, j'étais vraiment fatiguée et on n'avait aucune idée de comment distribuer un film ou comment faire que ça bouge plus dans des festivals. Alors, ce qu'on a fait, justement par ignorance, je finis par faire énormément d'erreurs, comme aller moi-même chez la distributrice et me rendre compte que ce n'était pas Hollywood, que c'est un film de petit budget, mais j'aimerais avoir l'expérience d'arriver au grand écran si je pouvais. Je ne demande pas ni le tapis rouge, ni la limousine, mais j'aimerais savoir la réaction des gens devant quelque chose que j'ai fait avec tellement d'amour et avec une équipe si belle qui sommes devenus une famille, parce qu'évidemment, le cinéma, on ne le fait pas tout seul. Et on était avec Cinéteca. J'ai aussi réalisé que nous avons peut-être l'image de Cinéteca comme une grande salle. Tu auras les plans total, le plan à craquer. Mais nous avions une petite salle pour quelques personnes, mais c'était bien parce qu'on a eu l'espace et ça s'est vendu. On a eu quand même une salle pleine et c'était une belle expérience parce que même si j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas concurrencer avec les grandes productions, il y a vraiment un besoin d'un cinéma différent, des sujets différents. Et je crois aussi que la voix féminine, elle prend de la place. Il y a une façon différente de raconter. J'oserais dire une façon plus libre. Peut-être parce que nous n'avons pas eu autant d'espace, alors on ne doit pas suivre forcément les règles de l'industrie qui est déjà établie. On se lance et on voit ce qui arrive. Alors, nous avons une façon différente de raconter. Elle n'est pas ni meilleure ni pire, elle est différente. Je crois qu'il y a un public pour ça, mais arriver à ces espaces
où le public naturellement va chercher le cinéma, c'est compliqué. Maintenant, après la COVID, je crois que le cinéma sera consommé surtout sur des plateformes et il y a déjà des plateformes offertes aux réalisateurs pour qu'ils téléchargent leurs films et j'ose penser que ça va leur aider d'une certaine façon. Et comme mes collègues ont dit, dans le tiers-monde, l'État ne devrait pas fournir des fonds, mais avec les besoins qu'on a, je les ai eus. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire avoir des fonds publics, mais maintenant j'y réfléchis, surtout avec tous les coupures qu'on a fait pour la culture. Mais on a besoin de trouver des façons de faire le cinéma avec l'investissement privé. Il faut continuer de faire un cinéma qui n'est pas un business, mais c'est difficile parce que c'est comme l'histoire de l'œuf et la poule. Je ne sais pas comment on peut résoudre ça. Je comprends que la culture est quelque chose de fondamental. Je ne supporte pas qu'il y ait des coupures dans la culture, mais je ne comprends pas pourquoi mon pays paie de films, comme l'a dit, comme certains gens l'ont dit. Pourquoi payer des films s'il y a des besoins plus réels comme des maisons? Et là, nous reste dépiter, nous autres, quand on perd des fonds, au lieu de trouver une façon de garantir l'accès au cinéma ou avoir une formule semblable à la formule française, où il y a au moins une garantie où ton film qui a été fait avec des fonds de l'État va être sur l'écran en salle pendant un certain temps. Et comme ça, et comme ça, on enlève cette impression des gens que le cinéma est trop compliqué, trop intellectuel et que monsieur, madame, tout le monde ne vont pas être capables de comprendre. Et ils vont se rendre compte que c'est un cinéma qui est intéressant. Mais quand les gens se rendent compte que c'est intéressant, ces films ne sont plus sur l'affiche parce que les blockbusters hollywoodiens sont déjà arrivés à prendre la place. Donc, c'est compliqué. Il y avait une question sur le chat. Je suis en train de voir. Et on posait la question s'il y avait des fonds entre nous pour nous entraider. Et je peux dire que dans notre monde des réalisatrices féminines, c'est un monde très solidaire, mais on est toutes en train de chercher des fonds, de l'argent. On trouve des formules comme celle d'Avril et de Joyce, de faire des échanges, de nous soutenir les uns les autres comme ça, mais il n'y a pas de fonds entre nous qui se soient créés entre les réalisatrices elles-mêmes. Et je ne saurais pas trop bien comment le faire, mais semble un concept intéressant. Des fois, on dit des très belles choses du cinéma, mais quand on parle avec des réalisateurs indépendants, on parle toujours un petit peu depuis la défaite. Bon, au moins, je l'ai fait, au moins, j'ai réussi cette fois. Il y a toujours cette frustration. Je ne sais pas si Sandra ou Alex, une d'entre vous, voudrait nous partager vos défis parce que vos films sont aussi très différents. Et c'est l'intérêt du cycle que Katia a sélectionné parce que ce sont des films qui vont dans des avenues très différentes. Bonjour, merci de l'invitation. Merci Katia pour la sélection et la rencontre. Parler d'Artemio pour moi veut dire aussi parler de l'une des deux écoles publiques de cinéma qu'il y a au Mexique, parce qu'Artemio, c'est une thèse documentaire du CCC. Et pour reprendre un peu ce qui a été dit par mes collègues, je crois que le CCC ou cette formation en études cinématographiques venant moi-même de Provence m'a donné accès à ces réseaux institutionnels
qui aurait été autrement très difficile pour moi. Et Artemio, comme thèse, elle a été faite avec des collègues de l'école. Alors, ce que l'école m'a permis, c'est de connaître des personnes avec qui je veux faire du cinéma pour le reste de ma vie, une équipe de travail forte, constructive, pour continuer à bâtir de nouveaux films. En ce qui a trait à la distribution, le CCC a les droits patrimoniaux de nos films comme étudiants. Et en ce moment, Artemio est sur une plateforme du pays qui s'appelle Filming Latina. Et là, on peut faire des visionnages de façon gratuite. Mais j'ai eu l'expérience que j'ai bien aimée et que j'aimerais avoir dans mes films suivants. C'est une bourse ou un encouragement qui s'appelle Gabriel García Márquez pour le Mexique et l'Amérique centrale. Et il y avait une partie des diffusions. Et ce que j'ai choisi, c'est de faire une petite tournée dans la côte de Oaxaca, Guerrero, dans 10 communautés. On l'a fait avec Ecocinéma, qui est un projet incroyable. C'est une petite voiture avec un écran et des haut-parleurs et de ces petits camions. C'est là qu'on a le cinéma. Alors, nous avons visité ces 10 communautés. J'ai des amis qui sont des musiciens, qui sont de la région. C'était comme une sorte d'excursion qui a pris environ un mois. On avait la musique et le cinéma et j'ai adoré cette expérience de retourner le film là où il a été fait. Et je crois que pour moi, c'est les genres de distribution, les genres de visionnage auxquels je tiens, parlant et imaginant d'autres circuits de distribution et de diffusion. C'est quelque chose qui me touche profondément de faire ce type de visionnage alternatif. Et justement, on part d'une région qui a été marginalisée dans l'histoire hégémonique mexicaine avec beaucoup d'Afro-Mexicains. Alors, ce que je pourrais apporter à la conversation pour la question qu'Alan a lancée. Alex, est-ce que tu as des questions ou des commentaires par rapport à… Parce que ton court-métrage, c'est un cours en animation très complexe. Je suis très émue d'être avec vous. Merci beaucoup à Katia de l'invitation. Katia a mis 2 courts-métrages de Cassiopeia, le collectif, dont je fais partie avec 3 amis. Ce sont 2 courts-métrages très différents. D'abord, Polyangulaire, qui a eu le soutien des INCINE. Et là, on a eu les moyens pour travailler et pour faire des expériences en technique et en façon de raconter. Et je suis très reconnaissante parce que ce type de projet n'était pas choisi pour obtenir des fonds auparavant. Même si c'est un court-métrage expérimental, il a été dans plusieurs festivals. Mais le cinéma d'animation est différent du cinéma documentaire ou la fiction. Alors, nous avons été dans des festivals de cinéma qui n'étaient pas tellement spécialisés et nous avons raté plusieurs opportunités. Mais comme on avait aussi le soutien du gouvernement, c'est le gouvernement qui a les droits. Mais ce sont aussi nos films. Alors, on aimerait avoir aussi le droit de décider où on aimerait les avoir exhibés. Et là, il y a au moins une certaine ouverture pour écouter les réalisateurs. Dans le deuxième court-métrage que Katia a inclus,
C'était totalement le contraire. C'était un cours vraiment court. C'est un cours que nous avons fait, nous quatre, pour... c'est quelque chose qu'on a voulu faire sans trop de budget. Ça nous a pris un mois, il y a à peu près 2 ans. On n'avait pas de travail et alors on a décidé de dire quelque chose qu'on voulait dire et nous avons choisi un sujet tabou. Et là, bon, la question qu'on a, c'est toujours être un collectif de seulement femmes. C'est une question qu'on reçoit toujours. C'est une question qui va directement cibler le genre. Alors, on a fait un court-métrage en réfléchissant sur nos voix passées, notre adolescence, en parlant de nos expériences, de qu'est-ce que ça voulait dire pour nous d'être femmes. Et entre nous quatre, dans ces cas, la distribution a été vraiment réduite parce que comme c'était vraiment à nous, nous n'avions même pas le temps pour essayer de distribuer. Et cela me fait me poser beaucoup de questions aussi entre la différence qu'on fait entre le cinéma de fiction, documentaire et animation, parce que je commence à ressentir un certain intérêt de la part de certains réalisateurs qui font des documentaires pour créer des formes hybrides, parce que ça m'intéresse de ne pas avoir une démarcation si claire, mais avoir plusieurs points de vue dans le même projet, parce que des fois, on voit comme un seul genre et ce ne devrait pas l'être. Mais bah, ouais, je me suis écartée un petit peu du sujet. Je ne connais pas beaucoup de distribution. Je sais qu'il y a plus d'opportunités en fiction, peut-être, je ne suis pas certaine. En animation, on ne parle pas beaucoup. Et même si l'animation mexicaine est bien reçue dans d'autres pays, alors je crois qu'on a besoin de regarder plus nos films parce que nous, comme réalisatrices, on aime partager nos travaux, mais ça s'est fait petit à petit. Mais j'aimerais savoir un jour qu'il y aura des distributeurs mexicains et savoir où aller. Je n'ai pas beaucoup d'idées, mais il y a une certaine ouverture pour les dialogues, au moins. Alana, je ne sais pas si tu veux poser la deuxième question. Merci pour les réponses. C'était super intéressant de vous entendre parler des conditions de travail et aussi à quel point les circuits normatifs de financement, de production, même d'éducation et distribution ne servent pas à vos besoins ou à vos envies, cette impatience dont plusieurs d'entre vous ont parlé. Avant que j'oublie, j'aimerais aussi demander à Sandra de partager soit le nom ou soit un lien pour deux choses que vous avez mentionnées. Je crois que c'était une plateforme qui s'appelle Filming Latina, quelque chose comme ça, et aussi Éco-Cinéma, parce que c'était super intéressant de aussi parler de le besoin et l'envie d'un cinéma local, soit comme un format de distribution ou aussi l'opportunité de travailler dans vos communautés locales aussi. Et ça nous amène un peu à la deuxième question qui traite la question d'une certaine façon de diversité de regard. Alors, dans un contexte d'un programme de réalisatrice, les questions de la rencontre entre l'identité et la pratique se posent inévitablement. Des fois, on demande, par exemple, s'il existe un regard féminin, entre guillemets,
ou même mieux peut-être plusieurs regards féminins. Ça veut dire que ce n'est pas seulement dans le choix de sujet ou pour des films avec des protagonistes féminines, le sujet des films des femmes qui peut être différente, mais aussi la façon comment nous voyons le monde qui s'implique d'une façon inattendue les identités de genre, de sexualité, de race, de classe, de tout ça. Alors, comment filmez ou dessinez-vous le corps, l'intimité, diriger notre attention comme spectateur? Ça peut être différent. Alors, est-ce que la notion de regard féminin vous dit quelque chose? Je pense par exemple au regard intergénérationnel dans plusieurs des films, qui a beaucoup de différences entre femmes. Et aussi, on voulait savoir, en tant que femme cinéaste, qui est votre public? Pour qui filmez-vous? Et comment vous abordez ces questions d'identité dans vos films? Et peut-être je peux demander à Joyce pour commencer. Je crois que notre force est dans notre vulnérabilité. Dans des causeries avec des amis, pas seulement par rapport au cinéma, mais sur la vie en général, je crois que justement notre empathie, le fait d'avoir eu un rôle historiquement associé aux soins, à la maternité, à cette sensibilité, vraiment, je crois que c'est une valeur qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas enseigner dans les salles de classe, que l'on ne trouve pas dans les guides ni dans les livres de comment s'approcher à l'autre. Au moins, dans le cas du documentaire, c'est quelque chose qui change. Le lien change. La relation, ce qui arrive devant la caméra, ce qui arrive en dehors de la caméra, ce qui arrive avec la façon de nous donner dans ce que nous faisons, ça change. Et je crois que nous avons beaucoup d'histoires et beaucoup d'événements que nous avons malheureusement vécu comme femmes. Il y a beaucoup de situations qui ne sont pas qui ne sont pas si faciles à comprendre pour les hommes, comme la violence des genres patriarcale, systématique, comme l'oppression, comme, des fois, on entend dire qu'on exagère, mais c'est parce que ils ne comprennent pas, ils ne vivent pas ça tous les jours dans leur peau. Et c'est pour ça que nous sommes aussi avec des idées si différentes, si éloignées, si choquantes pour plusieurs, parce que nous avons des histoires, des vécus très différents. Et dans ce sens, je crois que nos histoires, les histoires que nous voulons aborder sont justement comme ça. Ce sont les histoires qui sont invisibles. Ce sont les histoires qui nous font mal. Ce sont les histoires qui sont gardées dans les fonds des armoires à secret de nos grands-mères et nous sommes fatigués de continuer à perpétuer ces silences, cette violence. Nous ne voulons pas continuer à porter ces blessures parce que c'est vraiment dur quand on laisse sortir ça, quand on enlève les couvercles des égouts, quand on découvre quelque chose dans la famille qu'on aurait voulu ne jamais savoir, beaucoup de choses que nous vivons tous les jours. Et je crois que justement en ces moments, nous essayons de rendre ça visible et de rendre les autres gens sensibles à ces réalités. Et je crois que c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des femmes qui font des choses, pas seulement du cinéma, mais qu'il y ait des femmes
écrivaines qui dansent en sciences, en politique, dans toutes les sphères, parce que je crois que c'est une histoire différente et j'espère qu'on ne continuera pas à répliquer, à dupliquer ces pouvoirs patriarcales. Et je crois que nous ne les faisons pas. Je vois que nous avons un pari très clair sur une façon différente d'entrer en relation, de mettre les corps, d'aimer les corps, même si il va être brisé en 1000 morceaux. Je crois que c'est toujours courageux. Et c'est là la valeur d'être femme dans ce contexte et de s'approcher à d'autres femmes pour nous auto-raconter. Je ne crois pas à cette idée de donner la voix à ces communautés opprimées. Je ne suis pas, qui suis-je pour donner la voix à quelqu'un? Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'aider cette voix à résonner plus clairement, l'inviter, la chanter, la danser, mais toujours en évitant de nous regarder comme des victimes, sinon comme des agents de changement, comme des agents actifs qui bâtissent leur présent. Et si on assume et on s'unit, c'est plus riche et plus puissant que si on reste chacune dans une lutte individuelle. Parce que ça existe, je ne peux pas le nier, mais le cinéma est une arme qui doit être sociabilisée, qui doit être partagée, c'est ce qu'on partage avec le public, et de là découle son pouvoir. Parce qu'il y a plus de gens que le voir, ce n'est pas quelque chose pour nous autres. Même s'il y a des formes, des façons de faire qui sont très personnelles, qui sont pour nous-mêmes, je crois que le cinéma a sans doute ses charges, ses contenus sociaux. Abril, Paola, Alex. Je suis presque totalement d'accord avec Joyce. Je crois que le regard féminin est un sujet important, mais ça me pose beaucoup de questions. Une fois, il y a longtemps, j'ai été interviewée, il y a comme 7-8 ans. On m'a interviewée pour une émission sur la femme au cinéma. Et la première question était, comme femme, quelles ont été vos souffrances pour produire? Et j'ai dit, je n'ai pas souffert plus ou moins. Et la deuxième, c'était comme femme. Et toutes les questions étaient comme ça, comme femme, très, très victimisante, cette interview. Et justement, je n'ai pas finalement été affichée dans l'émission. Je crois que ce que Joyce a dit, c'est le regard féminin, c'est plutôt cette expérience qu'on a dû vivre. Mais ça se peut aussi qu'un homme ait vécu des expériences douloureuses d'abus, d'harcèlement. Je crois que l'être humain est totalement dangereux et malheureusement, nous choisissons les mal, l'abus des pouvoirs, que ce soit un homme, une femme ou un individu cisgenre ou n'importe le genre. Je crois qu'il y a des survivants et je crois que la majorité des femmes, nous avons souffert davantage. Je ne le dis pas souffrir comme victime, mais comme expérience. Alors, je crois que le regard féminin va plus dans le sens que nous avons eu ces expériences-là. Nous avons, je ne sais pas si c'est là ou autre, mais je ne serais pas surprise qu'il y ait un homme qui puisse raconter une expérience féminine de la même façon s'il arrive
à traduire sa propre expérience de douleur et la plasmer dans l'art. Je crois que je peux me sentir à la place de parler pour un homme seulement si j'arrive et j'ai la maturité et si je parviens finalement à obtenir cette sensibilité dont l'art a besoin. Je crois que c'est plutôt un lien avec les expériences et pas tellement collé au genre. De cette façon, j'ai connu beaucoup d'amis, des collègues non, qui transmettent des visions plus patriarcales que beaucoup de visages barbus que je vois ici et là. Et c'est laid de dire comme ça, et je risque d'être éliminé de plusieurs groupes en ce moment, mais malheureusement, je crois qu'on reproduit des situations et des structures de pouvoir parce que l'être humain fait des guerres, il viole, il assassine, mais d'un autre côté, il embrasse et il fait des câlins. Alors, ce que je veux dire, être une femme n'est pas une garantie pour ce travail qu'on a fait dans les dernières années, de dire on est ici et j'ai une valeur et ce n'est pas juste la différence dans les gains. Et c'est un travail qu'on fait et c'est un travail qui est très important et que je vois nous a changé la vie à toutes, mais j'aimerais toujours croire qu'on ne continue pas à perpétuer le pouvoir patriarcal, mais je crois qu'on est loin de là, parce que je crois que ce pouvoir, ce n'est pas homme contre femme, mais c'est une structure de pouvoir économique, des connaissances, des classes, d'éducation, et j'en passe, d'exploitation, des couleurs de peau. Alors, je crois que c'est vraiment plus complexe que de dire je suis une femme, donc j'ai un regard féminin. Dans mon court-métrage, je mets un homme et j'ai eu la question plusieurs fois si c'est un court-métrage féministe, pourquoi tu n'as pas eu que des femmes dans ton équipe. Mon photographe a été mon photographe dans presque tout ce que j'ai fait. Et lui, c'est un homme, mais on a une belle connexion. Et il a une sensibilité qu'il a apprise. Et quand il a lu le cours, il est entré en crise lui-même et il a reconnu peut-être moi-même, j'ai été un provocateur d'un type de situation comme celle présentée dans les cours avec mes petites amies, etc. C'est un dialogue qui a commencé il y a une paire d'années et on doit continuer à parler même entre nous autres, entre femmes, pas nous dire « tu es plus homme que moi », mais plutôt nous dire qu'est-ce qu'on est en train de reproduire, qu'est-ce qu'on est en train de répliquer de ce système qu'on appelle patriarcal, mais qui me semble plutôt capitaliste, humain, international, un pays qui va à la conquête d'un autre, etc. C'est ça. Et je partage l'avis de Joyce totalement. L'idée de victimisation ou revictimisation qui vont de pair. Les films doivent parler depuis un autre regard, pas exactement partir de cette femme victime ou de femme guerrière parce qu'elle est une victime. Je crois que ça a commencé à changer de façon subtile et des fois, parfois même dangereusement. Il ne faut pas se laisser duper. Peut-être je suis trop... Je n'ai pas trop de foi et je ne suis peut-être pas trop optimiste, mais je crois qu'on est encore loin de croire et connaître cette nouvelle façon de nous relationner entre nous tous.
Bon, je me sens choquée de t'interrompre, mais comme nous n'avons que 90 minutes, je dois céder le tour de parole à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si Sandra, Alex ou Paola. Je vous ai vu dire oui avec la tête, donc j'aimerais parler un peu. Je travaille avec le cinéma documentaire et mes liens avec la réalité à partir des films que je fais, que j'ai l'intérêt de faire, partent de la croyance profonde que le film que j'ai fait à l'intérieur d'une communauté, comme dans mon cas, dans la Costa Chica, ça part de moi comme femme parce que je parle avec des femmes de cette communauté. Et je crois que le cinéma est aussi une construction d'affection depuis et pour les femmes. Et justement, à partir d'Artemio, qui est le film qui est sur ce festival, mais justement, c'est les liens avec Coco Zárate, la mère d'Artemio, et les liens que j'ai faits avant avoir étudié le cinéma. J'ai fait anthropologie et j'ai connu la grand-mère de Coco. Alors, il y a un peu dans mon cinéma ces parcours féminins, de ces amours, de ces amitiés féminines que j'ai bâties au fur et à mesure des années. Et pour moi, ce vécu est très important. Et je ne sais pas si j'aurais eu, si ça se serait passé de la même façon si j'avais été un homme. Et alors, pour moi, c'est ma perspective, la lecture que je fais du cinéma qui est une construction d'affection depuis le féminin. Et à partir du quotidien, il y a toujours une position politique. Essayer que mes équipes de travail soient pour la plupart des femmes. Je crois que je peux choisir ça, je peux bâtir, construire ça. Et ce que Alex mentionnait, le fait qu'on voit nos films entre nous autres, entre femmes, ce sont des paris politiques qui m'intéressent et que j'aimerais continuer à construire et continuer avec le dialogue. Pour retourner un petit peu au sujet qu'Avril a mentionné, je ne sais pas s'il y a une solution, je ne sais pas s'il y a un regard féminin dans le cinéma, mais depuis mon expérience, je crois que être une femme et travailler la réalité depuis le fait d'être une femme, c'est très important. Oui, j'ai construit des affections avec des femmes qui sont les protagonistes du cinéma que je fais. Paola, Alex. Alex, ya, perdón. Oui, il y a beaucoup de choses qui résonnent chez moi de ce que j'ai entendu. Moi, je suis très émue à chaque fois que je vois des films faits par des femmes. Je crois que c'est un point différent, un point de vue différent, parce que c'est un point qu'on n'a pas vu pendant des années. Je n'ai pas fait des études en histoire cinématographique, mais je ne crois pas qu'il y ait une parité entre les productions faites par des hommes et des femmes. Et maintenant, ça me remplit vraiment d'émotion de voir des films avec des points de vue très particuliers et très sincères. Et pour moi, ça vient de cette partie de toi comme réalisateur. Tu dois te mettre dans ton film, tu dois te donner à ton film et tu dois parler de quelque chose qui t'intéresse avec une vision très particulière. Et c'est ce qui m'interpelle quand je vois quelque chose. Parce que comme ça, on ne se limite pas à suivre une recette comme on a vu tellement longtemps. Et pour moi, ça manque d'humanité. On ne voit pas l'être humain derrière ça. Alors, c'est le point de vue particulier, les points de vue humains ancrés sur l'expérience. C'est ce qui éveille mes émotions et que je trouve beau à regarder dernièrement. Et partant de mon expérience, je ne comprends comment je suis arrivée à ce chemin de l'animation. Ça a été vraiment un accident, mais
Le dernier cours dont je parlais que nous avons fait dans un mois, on se pose des questions, on travaille toujours avec les mêmes personnes et en dehors de notre étude, de notre bureau, on travaille, on a commencé à chercher des gens, des femmes pour travailler avec elles, mais ça a été difficile, même si ça a été un travail très intéressant. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et même les femmes qui nous contactaient pour travailler avec nous autres nous disaient qu'elles n'avaient pas beaucoup d'expérience ou qu'elles n'avaient pas beaucoup travaillé pendant beaucoup longtemps. Donc, pour un homme, on n'a jamais ça. Et bon, pour dire aux femmes qui nous ont contactées, ce n'est pas toujours nécessaire et il faut nous soutenir entre nous autres. Mais c'est plus en lien avec mon expérience. Dans la société où j'ai grandi, depuis que j'étais petite, je vois qu'il y a un changement depuis 7 ans. Petit à petit, ça s'est fait et ça me remplit d'émotions justement de voir des gens que je connais maintenant qui viennent avec un chip différent, avec une nouvelle mentalité. Même dans le cinéma lui-même, il y a des genres qui sont ou de métiers qui sont plus fermés, plus exclusifs. Par exemple, le technicien des sons, c'est très fermé pour les femmes. Paola, est-ce que tu as des commentaires? Je partage ce qui a été dit. Je m'identifie particulièrement avec la position d'Abril. Oui, mon équipe pour le documentaire sur les gens, pour les femmes âgées, on était 3 femmes. Puis, mon technicien de son et de photographie, c'était des hommes et je trouvais beaucoup de sensibilité chez eux. Et moi, je viens de la communication. Alors, pour moi, ça a été un processus très intuitif. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait parler en émotion parce que c'est un langage dans lequel je bouge un peu, pas en termes de cadrage ou narration. Oui, le photographe principal est un grand ami avec beaucoup de sensibilité. Et il y a eu une semaine où il n'était pas avec nous. Alors, et il y avait une scène dans les salles de bain et j'ai cherché une amie très bonne, photographe. Elle l'a remplacée pendant cette semaine. Et émotivement parlant, c'était bien compliqué. On n'avait pas le même rapport, on n'avait pas la même sensibilité pour nous approcher des choses qu'avec mon ami homme, que pour faire un plan avec lui, c'était plutôt intuitif, c'était plutôt en conversation et je pouvais lui dire, madame a vécu ça et lui raconter, mettre ça en lien avec mes vécus. Et le lendemain, il venait, il me proposait quelque chose et si on le présente comme ça, on pourrait obtenir cette nostalgie, cet élément. C'est ce que je veux. Je lui dis, c'est un génie. Je sais que ma façon de faire n'est pas trop orthodoxe parce que je ne viens pas du milieu, mais ça a très bien marché. Et s'il y a quelque chose que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de voix féminines parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des histoires différentes. Et bien qu'il y ait eu une violence historique et qu'on était plus victimes que les hommes dans cette violence qu'on appelle patriarcale, même si elle fait mal aux deux genres, chacune est unique dans leur amas, leur ensemble de petites violences. Et c'est ce qui nous fait avoir un style et une voix propre. Alors, on a une diversité. Toutefois, je crois que tout ce qui unit ces voix féminines, c'est qu'on a l'œil sur le privé, en comprenant que le privé est aussi public. Alors, on ne va pas prendre des grands événements, on ne va pas raconter ce qu'il y a dans les nouvelles chaque jour, ce qui est grand, ce qui comporte beaucoup de nombres de dates,
mais tout ce qui est petit, qui est dans les détails, qui vient du vécu, qui vient d'un besoin personnel. Et je crois que dans un certain sens, je crois que l'avantage des femmes dans tout ça, et je crois que c'est un avantage, que je crois que justement à cause de cette lutte pour nous valider, même nous-mêmes, parce qu'on a cette habitude de ne pas être validé, alors c'est besoin de trouver un espace, de trouver une parité. Je crois que dans ces luttes, nous avons créé des espaces où parler des sentiments est permis et bien vu. Nous nous sommes accordés ce permis parce que c'était la seule façon de continuer avec notre lutte. Et alors, on se rencontre et on parle de « Oh, j'ai peur à cause de ça, j'ai vécu cette situation, je me sens comme ça ou j'ai fait une erreur. » Et nous avons la permission de travailler avec émotion. Et je crois que ce qu'on fait dans nos films, et je crois que chez les hommes, c'est moins permis encore. Je n'ai pas trouvé des espaces de sororité chez les hommes où ils se disent « je me sens vraiment triste parce que j'ai vécu ceci et je me sens vraiment accablé ». Je ne sais pas si ça existe. Je suis attirée par l'idée, j'ai trouvé des espaces comme ça dans le monde de la paternité. Peut-être là, ils commencent à se donner du soutien parce qu'il semblerait que s'il y a quelque chose, un grand succès de notre lutte ou plutôt, pour utiliser un autre terme, de notre parcours, c'était de promouvoir ces espaces et de dire que c'est bien de ressentir des choses, de ressentir des émotions et utiliser ça pour construire ce qu'on veut dire depuis notre espace personnel. Alana, je ne sais pas si tu veux faire la dernière question. J'aimerais vous dire cette fois-ci d'être vraiment brève et de rester ponctuel dans vos idées pour ne pas être dehors. Oui, merci. C'est super intéressant. C'est sûr, on pourrait parler pendant des heures sur toutes ces questions. Peut-être juste la dernière question, quelque chose qui m'a vraiment frappée dans tous les films, c'était la manière dont elle explore les relations. Mais les relations entre femmes, dans la communauté, dans la famille, dans la société, et même les relations entre les humains et le monde qui les entoure, soit de la nature, soit un quartier populaire, n'importe quoi, un asile pour les aînés ou le monde rêvé de l'animation. Alors, lorsqu'il s'agit d'une question des politiques de représentation, comment négociez-vous ces questions des politiques de représentation dans vos pratiques et comment cela se traduit dans vos films? Quelle est l'importance de ces relations pour vous? Et peut-être je vais demander, Sandra, si vous voulez nous lancer dans la discussion. Sí, me quedé pensando en la política de las relaciones. Oui, j'ai resté à penser aux politiques des rapports. On voit les choses depuis l'expérience. Je crois que le cinéma que j'ai fait est plutôt en lien avec demander aux gens avec qui je travaille s'ils sont à l'aise avec le fait que j'enregistre certaines choses. Alors, demander toujours la permission, établir des limites. Je crois que c'est très important pour moi quand il y a la prise finale avant de passer à l'édition sonore. Il faut que je leur montre et que ces gens avec qui je vais travailler, elles, normalement c'est elles se sentent ou non à l'aise avec quelque chose qui est sur le film. Et c'est pour moi une forme de travail qui me donne une tranquillité d'esprit, qui me permet de continuer à faire du cinéma. Et je crois qu'il y a un aspect technique qui est important de mentionner. Dans la Costa Chica, cette zone des Afro-Mexicains,
Pour moi, c'est important dans ces derniers films que nous avons faits, c'est avoir eu toute la caméra configurée pour bien montrer la peau des gens et faire vraiment attention à ça. Donner de l'importance à la couleur de la peau et essayer de le représenter de la meilleure façon possible. Alors, je crois que c'est une façon d'entrer en relation avec la représentation des gens que je fais, des gens avec qui je travaille. Et je ne sais pas, je dis toujours que je tombe en amour des gens avec qui je travaille et dont je fais les portraits. Alors, ce sont des amours profondes qui vont accompagner de la technique. Et je pense beaucoup à cet amour avec lesquels je les regarde et j'aimerais qu'ils soient regardés, vus comme ça. Et c'est une boussole, c'est un ordre dans mon travail. Alors, c'est ça, c'est vraiment transversal, tout. Parce que pour eux, je suis la blonde, l'étrangère sur la Costa Chica, mais comment faire une construction plus collective depuis le cinéma que je fais, qui s'est fait dans ces communautés. Cela ne te donne pas un biais parce que ton film a un regard pour la protagoniste Coco qui n'est pas flatteuse, c'est un regard dur. Et l'histoire la présente justement comme quelqu'un qui est loin d'être parfait. Ben, justement, on parlait de ça quand Coco a vu la prise finale. Je crois que j'ai exagéré dans mon appel de Charline. Je ne me sens pas trop à l'aise. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que j'élimine la scène? Non, 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 c'est bien. Ça fait partie de ce que je suis et je suis comme ça. Donc, alors, je crois que il n'y a pas ni de blanc, ni de noir, ni de bons, ni de mauvais. On est complexe. Et c'est un peu comme Joyce disait, qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour dire c'est la voix de la Costa Chica? Mais on négocie toujours, pas exactement négocier, mais en faisant des ententes avec les gens avec qui je travaille. Quelqu'un d'autre qui veut s'attaquer? Avril, s'il te plaît. Avant que ça ne finisse. Et vous pouvez me dire de me taire si je dépasse le temps. Je crois que c'est une question intéressante, surtout pour les réalisatrices, surtout en ce qui a trait à faire du cinéma. Parce que avoir une caméra nous met en quelque sorte ou nous fait penser qu'on est au-dessus de quelque sorte qu'on peut représenter. C'est comme un politicien, quelqu'un lui a dit qu'il est possible que pour lui de nous représenter et alors ces gens le croient. Il faut toujours avoir l'humilité. Je ne crois pas qu'il y ait une seule réponse ou une technique ou un truc magique pour savoir qu'on n'est pas en train de marcher ou de profiter de l'identité ou des problèmes ou du conflit des gens qu'on représente. Parce que finalement, c'est nous qui obtenons de gains de ces films, qui sortons ces films. Et ce qui reste, c'est le regard d'Avril sur le sujet et le sujet reste sur un deuxième plan. Et moi, ça me dérange du cinéma, surtout du cinéma documentaire, parce que je vois beaucoup d'irresponsabilité dans la représentation, souvent. Deux fois, je vois ça dans les théâtres, mais dans les documentaires, c'est plus sensible. Je crois qu'il faut chercher toujours l'empathie, qui est un mot très utilisé et en même temps très peu utilisé. Et
il ne faut pas nous tromper et nous dire, moi, je respecte totalement mon personnage, je l'admire. Il se peut, comme Sandra l'a mentionné, ou comme ce que tu fais sur le film de Sandra, il peut avoir des moments difficiles, mais il doit avoir toujours de l'empathie et toujours l'idée qu'un documentaire ne raconte pas la vérité. Alors, c'est ce qu'on a, c'est mon regard, ce que en ces moments, je peux comprendre avec cette situation, ces personnages, cette personne. Il faut toujours faire attention, nous posant toujours la question, essayer de savoir elle est où cette délimitation, cette ligne qui divise vraiment la représentation et est-ce qu'on assume, ce qu'on... Je passais plusieurs années à faire du cinéma et il faut toujours continuer à se poser cette question. Paola? Mon expérience dans ces documentaires, je crois que c'est ce qui est arrivé, c'est que j'allais et je posais mes questions. Et à un moment donné, même les femmes aînées, elles ont commencé à m'interviewer moi. Et c'est là que le documentaire est né. Ces questions-là, on est enregistrées. Je suis quelque part là parce que je me suis rendu compte que le documentaire n'est pas sur les femmes âgées, mais sur ce qui m'arrivait moi quand j'étais avec elles dans la résidence. Il y avait une voix en off au début et à la fin, parce qu'il n'y avait pas d'autre façon pour moi de présenter quelque chose qui était un essai pour moi, cette folie de me trouver face à face à la fin de la vie de ces femmes qui ne se seraient pas connues autrement et qui étaient devenues des sœurs qui s'aimaient, qui se soutenaient. Alors, je crois que ce que j'ai réalisé dans le processus, c'est que, comme Avril le mentionne, le documentaire n'est pas la vérité. Et il faut assumer ça. Et il faut prendre en charge ce qui nous arrive, nous, comme réalisatrices, de pourquoi on a décidé de raconter ça, d'où vient le besoin de raconter, depuis où, et rester toujours avec la conscience qu'on ne raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. On raconte notre histoire quand on est entré en contact avec cette personne. Et comme ça, on peut avoir un regard plus compassif parce qu'on commence par prendre soin de nous-mêmes et par comprendre depuis où et comment on se relationne avec l'autre et qu'est-ce qui nous fait être là. Et comprendre bien que, comme a été dit, on ne donne la voix à personne. Le film leur appartient aussi. Et respecter ça, c'était le chemin pour moi. Et c'est ce qui m'a toujours posé plus de problèmes et c'est dont je m'interroge toujours. C'est qu'est-ce qui se passe avec les gens dont les histoires sont mises en documentaire. Et je l'ai dit depuis l'expérience de présumé coupable, presunto culpable. Je me dis, ces mecs est en dehors de prison et tout le monde est contre lui et il a été visibilisé par le film. Et alors, tu vas, tu fais ton film, tu touches la réalité de quelqu'un d'autre, tu retournes chez toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe avec la vie des gens dont c'est la réalité et ça n'a pas changé? Et je me pose cette question tout le temps et c'est quelque chose de très délicat. Je n'ai jamais su exactement à quel moment tu laisses partir tes personnages, tu retournes à ta réalité ou si tu continues toujours, comment finalement évoluer avec ça, c'est complexe. Joyce.
No sé, me entusiasma esa pregunta porque lo mío creo que es más. Ouais, cette question m'emplit d'enthousiasme parce que je peux dire que ce que j'ai fait est plus superficiel. Ben, à chaque fois qu'on fait les dessins d'un personnage, on fait les liens, c'est lui ressemble à une amie et on s'amuse beaucoup à jouer avec les formes, avec les couleurs. Par exemple, dans les cours qu'on a fait pour ce festival, il s'agissait beaucoup de parler de nous autres. Alors, on n'a jamais dit qu'il fallait faire un autoportrait, mais il y a beaucoup de caractéristiques communes avec nous. Mais dans ce sens, je crois que dans l'animation, c'est bien de varier énormément. Et on peut, par exemple, se permettre d'exprimer grâce aux vêtements des personnages, des identités. Et c'était ça. Joyce, nada más quedas tú. Joyce, il ne reste que toi. Pues sí, comparto mucho la idea de Paola. Je partage l'idée de Paola sur le fait qu'il faut faire attention à notre façon de rapprocher les gens, parce que ce sont toujours des gens, ce ne sont pas des personnages, ce sont des gens, ce sont des personnes réelles. Alors, il faut avoir beaucoup de sensibilité, d'empathie et se donner soi-même, se partager. Je ne crois pas à cette pseudo-objectivité du documentaire. C'est comme il y a une mouche sur le mur et la caméra a le pouvoir de tout voir et tout enregistrer. Il faut être là, il faut être présent dans les rapports, dans les relations en général. Il faut s'investir avec honnêteté, avec curiosité. Par exemple, moi, la forme de Coutinho, de ces documentariste brésilien, ben justement, il s'est fait appeler anthropologue sauvage et il donne tout le poids de la vérité au témoignage. Je crois à ta parole, je ne dois pas douter de ce que tu dis parce que toi, c'est toi qui te racontes et c'est toi qui te construis. Je te donne le pouvoir. Alors, je crois que c'est beau. De laisser la place à ces gens ou à ces types de récits. Merci beaucoup y gracias por todas las intervenciones. Quisieras nada más ir cerrando. J'aimerais, pour clôturer, prendre une question du public. Vous pouvez lever la main ou vous pouvez ouvrir votre micro pour poser la question. J'aimerais poser une question. Je m'appelle Raphaël Marines. J'aimerais vous féliciter toutes pour vos projets. Et la question, nous comme public, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le cinéma des réalisateurs d'Amérique latine? Je sais qu'il s'agit d'aller, de soutenir, de regarder les films, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on puisse faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces milliers de réalisateurs qu'il y a pour vous soutenir? Que ce soit des réalisatrices ou des réalisateurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? N'importe qui peut me répondre. Mais si personne d'autre ne veut y aller, bon, tout d'abord, c'est regarder le film et amener toute la famille avec vous. Mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement regarder du film de l'Amérique latine ou du Mexique, mais aussi exiger. Vous avez le droit de nous exiger comme public. Dans ce temps,
Il y a beaucoup de facilité d'établir un contact avec les gens grâce aux réseaux sociaux. Alors, je crois aussi que le dialogue est beau, surtout le dialogue qu'on établit entre le public et les réalisateurs. C'est quelque chose de très émouvant. Alors, oui, bien sûr, aller au cinéma, aller louer le film, pirater le film. Désolé s'il y a quelqu'un qui va être contre moi, mais dire aussi que je suis allée voir ces films, pas seulement parce que c'est un film mexicain des femmes, mais critiquer et suivre justement la production de chaque réalisatrice. C'est comme continuer à tirer les cordes de cette communication, de ces dialogues. C'est ce que j'envisagerais plutôt que pour aider, comme vraiment pour collaborer et pour tendre ces ponts entre les publics et les réalisateurs. Donc, il me semble que peut-être que Alana et Jesús, vous voudrez faire une conclusion de tous ces apports, de toutes ces réflexions qu'on a eues tout à l'heure. Bueno, primero que nada, agradecerles a todas por haber participado en este Bon, coloquio. merci d'avoir participé dans cette table ronde et c'est vraiment triste de n'avoir qu'une heure et demie pour la table ronde. En voyant ce travail, j'étais vraiment surpris, impressionné. Je vous félicite et je recommande, si vous voulez, aquí, pues investiguen, anoten los nombres, evidentemente, busquen la filmografía. Hay algunas obras de estas cineastas maravillosas que están en Internet. Il y a beaucoup de travaux de ces cinéastes sur Internet. Vous pouvez les trouver sur différentes plateformes. Il n'y a pas de meilleur moment pour trouver de films, trouver du bon cinéma que maintenant. Alors, trouvez les films, regardez-les et suivez-les parce que, comme Abril disait, ça dépend beaucoup du public, puisque c'est indépendant et ça n'a pas beaucoup d'appareils de soutien derrière lui. Ça dépend un petit peu du bouche à l'oreille. Donc, regardez les films, partagez les films. Alana, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Juste un grand remerciement à tout le monde d'être ici, mais surtout pour ces films vraiment incroyables. J'ai passé toutes mes soirées pendant les 2 dernières semaines avec vos personnages, vos points de vue, et c'était un énorme plaisir. J'attends avec impatience les films à venir. Et je remercie encore Katia pour ce travail de commissaire, de rassemblement. Et j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer à Montréal un de ces jours, en espérant. Mais merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à vous, Alana et Jesús et toutes les réalisatrices. Et donc, c'est avec ces réflexions que nous arrivons à la fin de la table ronde. Merci aux participants, au public, au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à la faculté d'art et des sciences et au groupe Graphime et au labo Cinémédia. Merci beaucoup. Au revoir.